C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Afrique du Sud, notamment au premier pas d'homme d'État, de chef d'État du président Cyril Ramaphosa à la tête de l'Afrique du Sud. Un nouvel invité m'a rejoint, M. Eugène Fernand Loubello. Vous êtes universitaire, président de l'AAC, Association parisienne, Alliance des Afro-Caribéens. Voilà. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et M. Félix Tchikaya, Jean-Claude est resté avec moi, géopolitologue, géostratégiste et sociologue, de même que M. Mafimba, qui est lui gestionnaire des systèmes d'information. Merci à vous. Cette deuxième partie, nous voulons la consacrer justement à évoquer la problématique de la corruption en Afrique du Sud. Et le président, lorsque il a pris fonction, il disait précisément ceci: nous devons mettre un terme à la corruption et nous devons le faire immédiatement. Avant de poursuivre, nous devons aussi agir avec courage contre les accusations de corruption et d'abus de pouvoir dans nos propres rangs. Fin de citation. Monsieur Loubello, quand on parle corruption en Afrique du Sud, on pense d'abord aux frasques d'une famille, les Gupta, cette fratrie de 3 frères qui ont réussi à s'imposer dans ce pays. Ils sont arrivés seulement au début des années 90 en Afrique du Sud. Aujourd'hui, ils ont même le droit de regard sur la nomination de certains ministres à certains postes. Comment comprendre l'influence de cette famille dans la vie politique, dans la gestion de la gouvernance en Afrique du Sud, notamment sous Jacob Zuma? Mais tout simplement, cette famille a profité d'une situation pour laquelle il s'est vraiment enrayé totalement, dans le but de s'enrichir. Et ça, il y avait donc une complicité avec l'ancien président. D'où donc la dénonciation de la corruption. Oui. Alors que M. Zuma a un peu laissé faire les gens. Trouvez-vous, bien sûr. Alors que normalement, il devait avoir un défi de continuer l'œuvre commencée par le président Mandela. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il a fait. Donc il a facilité aux gens, mais qui sont des opportunistes, de pouvoir donc s'engager, tel que cette famille-là. Il a manqué de rigueur et de fidélité à l'idéal Mandela, dites-vous. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et c'est ce qui a été condamné par tout le monde, en fait, quasiment. D'où donc la perte de son pouvoir. Oui, ça lui a coûté. Alors, très rapidement, M. Félix Tchikaya, peut-on imaginer aujourd'hui que le président Cyril Ramaphosa ait réussi à s'affranchir de l'influence de cette famille? Ça va être très difficile. En tout cas, il affronte cette famille. Il affronte aussi même certains de ses ministres. Il en a limogé un. Il a évincé M. Néné il y a 2 semaines. C'est cela. Ministre des Finances. Il a quasiment... il est dans tous les champs. Parce que à tous les étages de la société africaine du Sud, il y a la corruption. Mais qui n'a pas commencé avec Zuma. Lui l'a emmené au sommet, malheureusement, les plus opaques. L'apartheid était un système, pas seulement d'apartheid, mais aussi de corruption. Monsieur Mandela est venu 4 ans, il est resté 4 ans, il a vu l'étendue de la corruption, et malheureusement, comment cela s'est étendu parmi la minorité blanche, mais aussi parmi la minorité noire. Alors, il y a plusieurs corruptions. Il y a la corruption, entre guillemets, qui est liée à la débrouillardise, qui est liée à l'économie informelle, et il y a et qui n'est pas spécifique à l'Afrique du Sud, spécifique à l'Afrique du Sud, mais aussi la corruption d'État, mais aussi de caste. Et la famille Gupta en est malheureusement, entre guillemets, la famille iconique au sens le plus néfaste et nocif du terme. Et puis ça nourrit la criminalité ou les criminalités liées à l'Afrique du Sud. Et on peut dire que M. Ramaphosa, en quelques mois, a montré des signes forts, et pas seulement pour son pays, mais aussi pour les investisseurs étrangers qui regardent ça à la loupe pour pouvoir donc investir l'Afrique du Sud et sa région. Il n'y a pas encore véritablement d'affaires ressuscitées ou d'emprisonnement de personnalités impliquées dans de gros scandales encore. Hein. Pour l'instant, par rapport à sa promesse, 8 mois, pour pas encore grand-chose, ça laisse à s'interroger. Mais il a des évictions notoires. Oui, bien entendu. Il a écarté aussi des personnes de manière plus discrète. Il n'a pas nommé aussi des personnes qui pensaient être nommées de manière presque automatique
diplomatique parce que M. Zuma était tenu, il y avait comme un mouvement réciproque, malheureusement, je te tiens, tu me tiens, donc je veux aussi ce poste économique et politique. Là, ce n'est plus possible avec M. Ramaphosa. Ça ne veut pas dire, en plus, qu'il n'a pas de très très fort, de très très épaisse pression très proche de lui, pour quand même essayer de faire perdurer cette corruption. Et liée à cette cour qui aussi a des privilèges qui leur permettent notamment de les garder, de les faire fructifier. Donc M. Ramaphosa est devant plusieurs fronts et parfois très très proche de lui. Et le dernier en date, c'était son ministre des Finances. Ah, mais c'est très intéressant ce que dit M. Félix Etika. Finalement, il y a une économie de la corruption et un environnement qui peut faire frein, n'est-ce pas, qui peut constituer un frein à la volonté de lutter contre ce fléau. Comment analysez-vous aujourd'hui la capacité du président sud-africain, justement, à lutter significativement contre ce phénomène tel qu'il s'est engagé à le faire? Et je pense qu'il a deux atouts. Le premier atout, c'est un capitaine d'industrie. Oui. Donc il sait pertinemment que si aujourd'hui l'Afrique du Sud est reléguée à la queue de peloton dans le classement Doing Business, personne ne viendra investir en Afrique du Sud. Il le sait. Donc il a intérêt à envoyer des signaux forts. Le deuxième atout, pour monsieur, ils n'ont pas un État fort, ils ont des institutions fortes. C'est la différence avec pas mal d'États africains où la corruption a gangréné. Aujourd'hui, moi j'ai vu dernièrement les images, le fils Zuma traduit devant les juridictions. Donc ces deux atouts... La justice sud-africaine, elle est véritablement... Et je peux vous donner un exemple, juste la parenthèse. J'étais en Afrique du Sud, je suivais le dossier d'un opposant de la RDC, le pasteur Mukumbila, pour ne pas le citer. Et il y avait une espèce de deal entre le président Kabila et Zuma à l'époque, pour celui qui était à l'origine des troubles entre toi et Kinshasa. Il y avait un deal pour l'extrader. La RDC. Mais c'est la justice sud-africaine qui a arrêté l'extradition. J'étais en Afrique du Sud, j'étais conseiller de ce pasteur. C'est pour vous dire à quel point j'ai été agréablement surprise de constater que pour un pays africain, une justice soit à ce point indépendante. Donc ces deux atouts vont lui permettre effectivement d'aller de l'avant. Par contre, il y a eu une corruption, je ne sais pas comment je peux qualifier cela, liée à tout ce qui est l'économie mondiale, la mondialisation de l'économie. Prenons le cas par exemple de Zuma qui a été pris la main dans le sac avec les achats d'armes de Chetales, oui. Bon, là, vous pensez que ça ne vient pas de Zuma, ça vient de quasiment des autres chefs d'État. Avec la notion de rétrocommission. Et voilà. Et l'Afrique du Sud étant, je l'ai dit tout à l'heure, une puissance militaire, une puissance politique, une puissance économique, peut chercher comme ça à aller gagner des marchés à l'extérieur en soudoyant les autorités de ces pays. Raison pour laquelle tout à l'heure, j'espère qu'on en parlera, je parlais du défi que doit relever au plan externe le président Ramaphosa. Parce que Zuma nous a habitués malheureusement à exporter cette corruption dans les pays africains, le cas de la RDC, le cas du Congo-Brazzaville et autres. Donc, il y a trois défis en fait. Contre la corruption, il y a des facteurs externes, facilitateurs du phénomène et du fléau. Du coup, ça devient très compliqué de lutter contre la chose. Voilà. Mais ce que vous dites de très intéressant aussi, et qu'il faut relever, c'est que quand on veut lutter contre la corruption, il faut visiblement, et le président sud-africain semble remplir ces conditions, c'est avoir la volonté politique, mais un appareil judiciaire en marche. Tout à fait, oui. Et c'est ce qui manque dans certains pays où le phénomène... Dans quasiment la plupart des pays africains, mais francophones. Non. Comme le Congo, comme anglophone. Non, anglophone aussi, monsieur. Moins quand certains. Anglophone aussi. Il y a la corruption au Nigeria. Vous pensez qu'il n'y a pas la corruption au Nigeria? Le président Buhari est entré en ce moment. On va en parler. Je vais quand même compléter par rapport à ce que vous avez dit. Il y a une commission d'enquête judiciaire qui a été mise en place par lui, le président Cyril Ramaphosa, qui dit qu'il faudra tout faire pour que la corruption soit complètement
Est-ce qu'il n'est pas dans l'essai? Il n'y a pas d'éradication. Il ne dit pas on va combattre. Il dit il faut éradiquer la corruption. Totalement. Mais est-ce que c'est possible, finalement? Mais c'est possible, d'abord, parce que c'est un homme de droit, c'est quand même un avocat. Donc, il ne peut que se lancer dans ce combat sur le plan juridique. D'où la commission, mais qu'il a mise en place. Il a mise en place, évidemment. Quelques semaines seulement après son arrivée au pouvoir. Tout à fait. Bien sûr. Donc il y a la volonté, il y a la volonté politique, extrême. et il faut un appareil judiciaire qui accompagne la volonté politique du président de la République. Et il a ajouté que ce combat contre la corruption mais sera aussi mené au sein du parti. Oui, bien, ça veut dire qu'au sein du parti, il y a aussi des gens qui jouent ce jeu-là. Ni ça, c'est pour le peuple. Vous êtes sociologue, M. Félix Tchikaya. On a parlé des deux critères, la volonté politique, une justice qui joue le jeu. Mais il y a aussi un troisième critère, il faut soi-même être irréprochable, non? Il faut être irréprochable, et la société civile aussi. Parce que là, on parle d'un problème systémique, structurel. On lui confère un pouvoir qui n'est peut-être pas le sien. Il est là seulement depuis quelques mois. Alors que ce système est là depuis plusieurs décennies, avec des choses qui sont de manière spectaculaire visibles et d'autres qui sont, et le plus puissant, c'est l'insidieux, ce qui est invisible et qui est dans la société civile sud-africaine, avec parfois aussi des grandes industries qui, devant ce vide, eux l'ont rempli avec des mécanismes dans leur intérêt et pas ceux du peuple. Donc toutes ces démarches mécaniques vont devoir, c'est aussi pour chaque chef d'entreprise, PME, tout le monde doit s'y mettre. On ne peut pas seulement demander, ce n'est pas un prestidigitateur, c'est un président de la République qui lui vient du monde des affaires et autres, mais en quelques mois on lui confère un pouvoir qui serait quasi magique, c'est structurel. Même dans la société elle-même, nous en parlions tout à l'heure dans la première partie de l'émission, il y a des problématiques psychosociologiques et notamment des mécanismes, quel rapport ils ont entre les uns et les autres sur le plan économique. Oui. Et la corruption, petite soit-elle, et la grande, ça va être l'effort et les faits. Donc il va devoir faire agir tout en restant indépendant et que la justice reste indépendante et active, mais il va y avoir beaucoup de têtes qui vont malheureusement tomber. Est-ce qu'elles peuvent toutes tomber sans créer un château de cartes? On en parle justement dans la troisième partie de notre émission, après une coup de pause. À tout de suite.